Esta sesión y tengo el gusto de presentar en esta ocasión a don José Carlos Luriños Soares Machado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa y abogado especialista en contencioso y arbitraje comercial, siendo autor de diversas obras de Derecho Civil y Arbitraje. Fue profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nueva de Lisboa, presidente del Consejo de Lisboa de la Orden de los Abogados de Portugal y presidente del Círculo de Abogados de Contencioso de Portugal. Es genealogista e investigador de historia de la familia, con diversos artículos y obras publicadas. Fue distinguido en 2005 con el Premio Nacional de Genealogía del Instituto Portugués de Heráldica por la obra Os Bragançaos, Historia genealógica de un linaje medieval. Es presidente de la Asociación Portuguesa de Genealogía desde 2003, de la que es socio fundador. Es socio correspondiente del Instituto Portugués de Heráldica, miembro académico del Instituto Genealógico Sul-Mineiro de Brasil, miembro de la Fundación de Genealogía Medieval, director de Raíces y Memorias, revista portuguesa de Historia de la Familia y Genealogía, miembro de la Asociación de la Nobleza Histórica de Portugal, caballero de la Orden Soberana y Militar de Malta y miembro académico de la Academia Internacional de Genealogía. Sin más presentaciones, José Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias también a todos los presentes por venir aquí. Felicito la organización de este evento, en la persona de la dirección de Academia Internacional de Genealogía y también la Asociación de Hidalgos de España por la magnífica recepción que nos ha hecho. Infelizmente, el mío español se queda aquí, porque no es suficientemente bueno para presentar mi ponencia o hacer en francés. Iré tentar la próxima vez de lo hacer en español. Muchas gracias. Eu não tinha, ainda em espanhol, não é possível de ler o meu texto em meia hora. Então, ayer la noche, preparé muy rápidamente 5 o 6 slides para acompañar, porque lo voy a hacer en francés, pero sin leer el texto. Y entonces es más fácil para todos los presentes. Dom Pedro Fernandes de Bragança et le traité de Tordesillas. Qui est ce seigneur Pedro Fernandes de Bragança? C'est quelqu'un qui a vécu au XIe siècle. Il est né à peu près en 1122-23. Il est issu d'une lignée portugaise qui était à cette époque la deuxième plus importante lignée au Portugal, après les Sousa, qui au Portugal, normalement, étaient connus les seigneurs de Sousa comme les Sousons, les seigneurs de Bragança comme les Bragançons en portugais. Et on dit, enfin, c'est ce qu'on dit le livre de lignage médiéval, on dit que cette lignée des Bragançons était issue
d'une lignée royale arménienne, parce que le premier seigneur de cette lignée, qui est connu, qui est documenté, aurait eu 2 enfants, un fils et une fille, d'une princesse arménienne. D'ailleurs, il y a une étude, une très bonne étude d'un historien espagnol, n'est pas espagnol, je pense qu'il est d'Argentine, Narciso Benayen Carmona, qui a publié une étude, à mon avis très bien documentée, très bien faite, et a conclu que, bien qu'il n'y ait pas de documents pour prouver cette descendance, c'est raisonnable, c'est plausible et c'est possible. Et moi-même, en 2004, quand j'ai publié l'histoire des Bragançons, je l'ai aussi confirmé à mon avis, bien que j'ai changé un peu les conclusions de Benayen Carmona, parce que d'après les dates de naissance probable de ce seigneur de Bragance et de ses fils, ses enfants et ses petits-enfants, ce ne serait pas possible que la princesse soit la fille du roi qui était édifié par Benayen Carmona, bien que dans la même lignée, Ardzroni, la lignée arménienne, mais si de son père. Mais, enfin, ce n'est pas documenté, mais son fils, Fernando Mendes, appelé le Vieux, pour ne pas confondre avec son petit-fils qui était très fameux, très connu au Portugal, Fernando Mendes le Brave, un des principaux nobles du royaume du Portugal à cette époque. Il serait marié à une fille illégitime du roi Alphonse VI de Léon, et ça, c'est pas prouvé aussi par document. C'est pas peut-être si plausible comme la possibilité de la descendance de la princesse arménienne, mais si c'est aussi possible et plausible, bien qu'il n'y ait pas vraiment d'argument, et même cette possible fille d'Alphonse VI n'est pas du tout identifiée encore. Mais le point, c'est que cette lignée, à partir de son petit-fils, Mendo Fernandes Ier, il a gagné un patrimoine et une importance au Portugal qui met cette lignée en deuxième place dans les plus importantes familles du Portugal à cette époque-là. Et le principal, le plus connu, le plus fameux chef de cette lignée, c'était Fernando Mendes le Brave, Fernando Mendes, seigneur de Bragance, qui, il est marié en seconde noces avec une sœur du premier roi du Portugal, Afonso Henriques, ou Afonso Ier, Sancha Henriques, et ce monsieur, Fernando Mendes, est de sa première femme, qui était aussi d'une des principaux familles du Portugal, les Maia, qui était Teresa Soares, sont les parents de ce Pedro Fernandes de Bragança. Celui-ci, au contraire de son père, était jusqu'à, je ne veux pas dire jusqu'à que j'ai publié l'histoire des Bragançons, mais
jusqu'à la fin du siècle dernier, très peu connu et très peu étudié au Portugal. On ne savait à peu près rien, même des historiens comme enfin, notre plus grand médiévaliste, José Matoso, il affirmait que Pedro Fernandes de Bragança était décédé en 1165, quand en effet il est décédé 30 ans après, en 1195. Et d'autres erreurs, beaucoup d'erreurs qui ont fait les historiens portugais, les médiévistes portugais, sur ce seigneur de Bragança. Le traité de Tordesillas est un traité de paix. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là au Portugal, enfin dans la péninsule ibérique? Les royaumes étaient... il y avait une grande instabilité politique. Les rois étaient plus intéressés à lutter entre eux-mêmes pour augmenter ses possessions, ses territoires, que de lutter contre les Maures. Et ça préoccupait les papes, évidemment. Et le cas, c'est que à Léon, à cette époque-là, Léon et Castille avaient des rois différents. À Léon, Alphonse IX, 9e, et à Castille, Sancho, 8e. Ils étaient cousins. Mais Alphonse IX, il était roi très tôt. Il avait 16 ou 17 ans quand il a succédé. Et sa succession n'était pas pacifique du tout. Alors, il était le fils d'un mariage annulé ou nul de son père Fernand II avec une sœur du roi du Portugal qui était sa cousine. Enfin, c'était très fréquent, comme tout le monde sait, en Europe et en péninsule ibérique. Et il y avait il avait de demi-frères issus d'autres mariages qui prétendaient aussi le trône de Léon. Alors, c'est pas facile, il était très inexpérient politiquement, et la première chose qu'il a fait, c'était de demander à son oncle, le roi du Portugal, de l'aide contre Castille, parce que Castille, à l'époque, était à peu près l'ennemi de tout le monde. Je pense qu'en mai 1191, il y avait même un pacte entre tous les autres rois d'Ibérie, Navarre, Aragon, Portugal et Léon, un pacte de défense contre le roi Sancho VIIIe. Mais le roi du Portugal n'était pas intéressé à cette époque-là à aider le roi de Léon parce qu'il ne voulait pas avoir des problèmes dans les frontières du Nord, et il ne voulait pas avoir des problèmes avec le roi de Castille. Et il était préoccupé à cette époque de faire une armée pour attaquer le sud, pour le royaume de Algarve, qui était un royaume autonome à cette époque. Et il l'a fait, il a conquis effectivement une place tenue comme imprenable de Silves, qui était une espèce de capitale de l'Algarve. Et il n'a pas répondu à la demande d'aide du roi de Léon. Alors le roi de Léon est allé à Castille pour obtenir une alliance avec le roi de Castille, mais il était un peu humilié, si on peut dire, parce qu'il a dû faire l'hommage à son cousin
il était préoccupé évidemment avec ses frontières aussi, mais après, seulement quelques années après, 2-3 ans après, il revient près du roi du Portugal pour faire une alliance. Le roi Sancho Ier était le second roi du Portugal. Il était le fils d'Afonso Henriques et, comme j'ai dit, son oncle d'Afonso IX. Et il était intéressé aussi, en 1090, de faire l'alliance avec le roi de Léon parce qu'il était menacé par une énorme armée de Maroc qui avait entré en Ibérie par le sud, évidemment, et qui tentait de reprendre Silves. Et même, cette armée, ils n'ont pas réussi à prendre Silves la première fois, mais ils ont passé le Tage. Ils ont même pris un château, une forteresse de Torres-Novas. Alors c'était vraiment dangereux pour le roi du Portugal, et il a accepté la proposition d'Afonso IX pour faire la paix. Et cette paix, nous n'avons pas ce traité, mais cette paix était accompagnée d'un mariage, comme était très fréquent aussi à cette époque. Et le mariage, c'était le mariage d'Afonso IX, le roi de Léon, avec une fille, la fille aînée de Sancho Ier, Teresa. Ils sont mariés le février de 1091 et on ne connaît pas les conditions, on ne connaît pas les garanties, mais on sait que des châteaux ont été apportés au roi du Portugal comme garantie de ce mariage. Et évidemment, ça n'a pas plu au roi de Castille, qui immédiatement a fait ses influences pour annuler le mariage, ce qu'il a réussi parce que le pape Célestin IIIe a envoyé en Ibérie un cardinal pour faire un traité de paix entre le roi de Castille et le roi de Léon, et aussi pour décider la nullité du mariage. Alors, il y a un traité inconnu qui... Il y a un traité inconnu qui est signé après le traité de Tordeums. Le traité de Tordeums était signé seulement par le roi de Castille et le roi de Léon. Et le roi du Portugal n'était pas là. Il avait envoyé ses émissaires, il n'était pas là, et il ne voulait pas aller, mais il voulait la paix. Et le problème, c'est que dans ce traité, il y avait une décision des châteaux qui avaient été apportés au roi du Portugal, de les retourner à Léon. Alors, il faudrait pour le roi du Portugal de faire un accord, un traité, quelque chose avec le roi de Léon pour savoir comment retourner les châteaux, parce que les châteaux devraient aller à la possession du roi de Léon et la princesse, la reine, devrait retourner au Portugal, et évidemment le roi de Léon ne retournait la reine sans avoir les châteaux, et les châteaux n'iraient pas à la possession du roi de Léon si la reine n'était pas au Portugal. Alors, il y a un traité qui était inconnu jusqu'à 1987, a été découvert dans la chancellerie de Sancho Ier du Portugal. C'est un traité qui n'a pas de nom, qui n'a pas de place, qui n'a pas de date, mais c'est
parfaitement prouvé, il est authentique. Et il y a deux personnages. Il y a un personnage qui est... il y a plusieurs personnages, mais il y a un qui est le plus important, qui est le garant choisi par les deux rois pour garder 10 otages, 5 de chacune des parties, pour des otages qui étaient des nobles de plus haut niveau, qui iraient dans un château dans la région de Viseu, au Portugal, et seraient gardés par quelqu'un qui est appelé Pedro, ou Pedro Fernandes, mais on ne sait pas qui il était. Marcelino Pereira, l'historien portugais qui a découvert ce traité, a identifié ce traité et cette personne comme Pedro Fernandes de Castro. Et pendant plusieurs années, c'était la possibilité plus probable, mais on savait bien si ce serait ce seigneur, mais il n'y a pas de document, il n'y a pas d'évidence documentaire. Alors, la conclusion est simplement du argument de nature circonstancielle, et surtout parce qu'il est appelé comte. Et ce que dit Pereira, c'est qu'il n'y a autre comte à cette époque appelé Pedro Fernandes, en Espagne, en Castille ou à Léon. Quand j'ai étudié l'histoire des Bragançons, j'ai étudié aussi les personnages de ce traité et j'ai pensé qu'il y avait une autre possibilité. Et ce serait Pedro Fernandes de Bragança. Il était inconnu aussi à cette époque. Alors, Pereira ne pouvait avoir dans son esprit la possibilité de Pedro Fernandes de Bragança. Et plus, il y a 5 ans, en 2016-2007, il y a une nouvelle étude sur ce problème et Ferreira do Amaral, mon collègue, avocat et généalogiste au Portugal, il défend une thèse mixte. Il dit c'était Castro et c'était Bragança. Les deux étaient là. Bon, et j'ai analysé à nouveau les arguments et ma conclusion est que c'était Bragança. Et pourquoi? Il y a deux nouveaux arguments. Enfin, il y a beaucoup d'arguments, mais ce sont 25 pages. Mais il y a un argument, et je conclus avec ces deux arguments qui n'étaient pas connus à l'époque et qui, à mon avis, sont, je ne dirais pas décisifs, parce que, enfin, les trois possibilités sont possibles et plausibles. Mais il y a Pedro Fernandes de Bragança est présent. Il est le majordome de Sancho de Portugal et il est présent à la cour jusqu'en 1180. Puis après, il revient en 1188. Et après, il y a 4 ans où il n'est pas documenté. On ne sait pas s'il était à la cour ou s'il n'y a pas de documents, s'ils ont disparu. Mais en fait, le fait, c'est qu'en 13 juillet 1194, il apparaît. Il apparaît et il le signe, il confirme. Il est peut-être le plus important des seigneurs portugais à cette époque. Il est déjà vieux par l'époque, il avait mon âge, 70. Mais il signe en première place. C'est une rarité dans les documents de l'époque.
en première place, avant même le majordome et le alferes-mor, qui étaient les deux principaux seigneurs. Et en juin 1194, précisément le moment où le traité est négocié et signé, en juin 1194. Le second argument, et je termine. Pereira dit que le traité était signé à Zamora, et il me paraît parfaitement raisonnable, et qui était à Zamora au même moment. Un autre personnage inconnu de Bragançon, et que j'ai identifié, et Ferreira do Amaral, dans son récent, dans son étude récente, a développé beaucoup, qui est Dom Fernando Fernandes de Bragança, qui était, on ne savait pas qui il était il y a une vingtaine d'années, mais il est clair qu'il était le petit-fils et il était le successeur de Pedro Fernandes de Bragança. Et où est-ce qu'il était à ce moment? Il était un des hommes de confiance du roi de Léon et il était le lieutenant de Zamora. Il était là. Et Pedro Fernandes, où étaient les otages, les 10 otages, au château de Moreira à Viseu, qui fut le lieutenant au Portugal de Viseu, du territoire, Pedro Fernandes de Bragança. Alors, ce sont plusieurs coïncidences que me font maintenir ma position de 2004. Mais enfin, je continue à penser que ça, c'est la conclusion plus probable, mais tout est possible, évidemment. Merci. Muchas gracias, José Carlos, por tan precisa y yo diría que bien documentada tu teoría sobre el tema este. Muchas gracias. Estamos justos de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 2 minutos para hablar. Nadie. Pues entonces pasamos a la siguiente intervención.